Deuxième sujet important, que ça j'ai pu tester personnellement sur différents sites, c'est ce qu'on appelle les featured snippets. Alors cela, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est la capacité de Google à extraire un bout de votre page et de le mettre directement en haut des résultats. Donc là, je vous ai mis dans les slides un exemple, enfin plusieurs exemples même. Alors, Elisabeth me demande, peut-on connaître son CTR? Oui, évidemment, tu peux très facilement connaître ton CTR en allant sur Google Search Console. Tu vas dans la partie recherche et tu as pour chaque mot-clé ton CTR. Donc, le nombre de fois où ton site est apparu sur une requête donnée et le nombre de fois où il a été cliqué. Alors, les feature snippets, définition. Donc, aujourd'hui en France, a priori, ça représente 7% des recherches. Enfin, je vais le formuler autrement, 7% des recherches réalisées sur google.fr font remonter des feature snippets. Donc, c'est très important. Le feature snippet, c'est, par exemple, ici, à gauche, vous voyez sur mon écran, prix formation, Google va me sortir directement un tableau, comme ça, boum, qu'il aura en fait réussi à extraire d'un site web et le présenter directement. Ça permet à l'internaute potentiellement de gagner encore plus de temps puisqu'il va avoir une information sans avoir besoin de cliquer sur un résultat de recherche. Alors, on pourrait se dire, OK, mais si Google met l'information chez lui au lieu de le mettre chez nous, je vais me retrouver avec moins d'internautes. En fait, c'est exactement l'inverse. C'est plutôt une mise en avant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai constaté sur certains sites. Ça booste les CTR quasiment 50%. J'ai vu des trucs dingues où on arrive en premier résultat de recherche, on a le feature snippet, en dessous le lien, et les gens ils cliquent comme des dingues. Et donc, on a quasiment une personne sur deux qui clique en haut lorsqu'on a un feature snippet. Donc, ça marche sur pas mal de typologies de requêtes. Je vais vous les montrer directement ici. Souvent, on va les avoir avec des choses très actionnables, très concrètes. Quand j'ai réussi à en avoir quelques-unes sur un site, c'était parce que j'avais pris de la prestation en H1 ou H2 dans une page qui était très riche. Et Google est capable de faire le match entre la nature de la prestation et l'intention de l'internaute, qui est avoir le prix, avoir la définition, avoir une explication, le comment ou le pourquoi. Et en fait, il y a donc pas mal de déclinaisons. Et souvent, on va retrouver deux grands formats que vous avez là, que sont soit à gauche des tableaux, qui n'est pas le truc majoritaire, soit à droite, hop là, à droite des définitions extraites, donc des textes, que vous avez également ici aussi. Donc là, j'ai tapé « Pourquoi le ciel est bleu ?» Boum, j'ai directement la réponse. Et donc, c'est un extrait. Ça, c'est ce qu'il y a de plus courant. C'est des extraits de paragraphes de 40 à 60 mots qui sont pris d'un site web. Et là, en plus, il y a une image. Donc, le niveau de mise en avant est assez dingue. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que sur cet exemple-là, on a également d'autres questions posées. Et donc, Google comprend ce que c'est qu'une question, même s'il n'y a pas de point d'interrogation, parce qu'il comprend les termes tels que pourquoi, comment, est-ce que, etc. Et ensuite, est capable de consolider ces recherches comme des questions identifiées. Et lorsque je clique sur la question, je vais avoir des résultats qui correspondent à la réponse à ma question. Donc, c'est quand même hyper puissant comme quand même hyper puissant comme objet. Alors, j'ai deux, trois questions intéressantes. J'ai Anna qui me dit Search Console n'est pas mort. Alors non, Google Search Console n'est pas mort, bien au contraire. C'est un outil dont tu vas avoir besoin. Il y a juste un petit changement de nom. On a souvent parlé de Google Webmaster Tools qui devient aujourd'hui Google Search Console. Voilà. Et sinon, c'est un outil extrêmement important. Est-ce que Feature Snippet et Rich Snippet, c'est pareil? Alors, pas tout à fait. Rich Snippet, c'est lorsque vous construisez à l'intérieur de vos pages du contenu structuré. Par exemple, des avis. Lorsque vous allez avoir des résultats de recherche et que vous avez des petites étoiles avec des notes, ça, c'est construit parce que vous avez mis des rich snippets dans vos pages et donc, Google est capable de comprendre que ce contenu-là, c'est un contenu riche, structuré, que sont les avis. Les feature snippets, c'est différent. C'est Google qui va identifier, grâce à la sémantique de votre page ainsi qu'au contenu et à la structuration de celle-ci, mais sans utiliser les rich snippets, que vous répondez à une requête particulière et que ça vaut le coup de vous mettre en avant dans le résultat. Et malheureusement, Google le fait automatiquement et c'est lui qui décide.
Et j'ai eu des sites où pendant plusieurs semaines, j'étais numéro 1 avec mon feature snippet. Donc, quelqu'un tapait prix, machin truc. Et du jour au lendemain, je suis passé à la trappe, ça a disparu. Donc, c'est complètement automatisé, c'est complètement géré algorithmiquement, mais on ne peut rien y faire si ce n'est essayer d'induire un petit peu l'internaute. Et vraisemblablement que pour être dans Feature Snippet, ça va consolider pas mal de requêtes, pas mal de critères que sont le temps passé par les internautes sur votre site, le niveau d'engagement qu'il y a dessus, les backlinks, etc., etc., etc. Donc, juste, il me dit comment peut-on le favoriser quand même. Évidemment, c'était ma slide ici que j'avais prévu. Hop là. Donc, pour avoir des feature snippets, il faut déjà avoir un bon score SEO. C'est-à-dire que vous devez avoir quelques pages qui sont déjà bien référencées dans Google, qui génèrent un peu de trafic et qui scorent en haut des résultats sur certaines requêtes. Ça, c'est un prérequis. On ne peut pas s'inventer feature snippet comme ça. Il faut quand même que le site ait une certaine confiance et un certain niveau. Ensuite, on peut commencer à l'influencer. Ce que j'avais fait moi sur un site, c'est que j'avais pris, donc ça décrivait une prestation particulière, donc H1 pour parler du gros titre, H2 pour raconter les déclinaisons de cette prestation, et puis à la fin, j'avais un truc prix de la prestation, et là je mettais, alors je l'ai fait de différentes manières, ça marchait dans un sens comme dans l'autre. A priori, d'après les stats que j'ai vus, statistiquement, 90% des rich snippets sont des extraits de texte. Et donc, il faut 80% d'après mes slides, en fait. Et donc, il faut pour le coup, avoir à la fois un titre H2 qui reprend une formalisation claire de ce que vous allez dire et qui va donc, en fait, correspondre idéalement à la recherche de l'internaute. Alors là où Google est assez génial, c'est que, par exemple, sur la question du prix, si un internaute va taper tarif plus le nom de la prestation, vous, si vous sur votre site, vous avez mis prix, vraisemblablement, ça ne change pas grand-chose. Google comprend que prix et tarif, c'est strictement synonyme. L'important pour Google, c'est d'essayer de comprendre l'intention à la fois de l'internaute et de la page web. Donc, vous mettez, voilà, définition de machin truc, prix de machin truc, bien clairement sur un titre de paragraphe, H2 ou H3. Et ensuite, boum, vous mettez un paragraphe de 40 à 60 mots qui explique la prestation pour ce type de truc, coûte machin bidule, blablabla. Et vous pouvez également faire des listes. Donc ça, je l'ai mis ici, je crois. Là, on le voit, par exemple, comment maigrir. C'est quand même une question importante. Comment maigrir, Doctissimo, tac, tac, tac. Et on pourrait très bien avoir Elisabeth, par exemple, avec sa fameuse cure. Peut-être un jour avoir un rich snippet sur comment maigrir avec la cure dont j'ai oublié le nom et je m'en excuse. Et ensuite, boum, j'ai un rich snippet qui correspond directement à comment faire avec ma cure en particulier. Voilà. Alors, Marine me dit, en fait, c'est la façon dont tu structures ton contenu en fonction de la requête qui fait le fait que tu peux être poussé en feature rich snippet. Donc ça, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est tout à fait ça, Marine. Tu as tout compris. Alors, donc, on a vu le dwell time, on a vu le CTR, on a vu les rich snippets. Quatrième levier, le contenu en profondeur. Le contenu profond, pareil, c'est, semble-t-il, un sujet qui va induire et qui va pousser votre contenu vers le haut. Il y a eu, pareil, des études de référenceurs qui ont essayé d'analyser la position des résultats de recherche dans Google rapporté au volume de requêtes, au volume de mots de ces résultats. Ça nous donne un graphe que je vous ai mis ici, qui est assez intéressant, qui montre statistiquement, encore une fois, on est sur des gros volumes, donc ça peut être un cas particulier dans votre niche, donc c'est pas quelque chose qui va forcément être toujours systématiquement vrai, mais à la marge, enfin, sur les statistiques en gros volume, on s'aperçoit quand même que statistiquement, plus on a de mots dans son contenu, plus on est bien référencé dans Google. Donc, Guillaume, là, c'est 2000 mots, c'est-à-dire que tu dois créer du contenu qui contient plus de 2000, enfin, tu dois. Statistiquement, on démontre que des articles qui ont plus de 2000 mots, autour de 2000 mots, sont généralement plus hauts dans les résultats de recherche
que des articles qui ont moins de mots. Donc, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Je ne dis pas que c'est toujours la règle à appliquer. Néanmoins, si vous avez l'opportunité sur votre secteur un peu concurrentiel ou sur lequel vous voulez vraiment faire la différence, si vous avez l'opportunité, lorsque vous avez une requête qui explique quelque chose, eh bien, de tout mettre sur une même page de manière hyper structurée, vous allez potentiellement plus rapidement remonter. Après, pour de vrai, ce genre de statistiques ne prennent pas toujours en compte d'autres facteurs. Par exemple, et ça on va en parler, le fait qu'il y ait beaucoup de commentaires sur un contenu particulier, peut-être le fait aussi qu'il y ait beaucoup de backlinks. Et ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que potentiellement, un contenu qui est riche, c'est aussi un contenu qui a été plus partagé, c'est un contenu qui a eu plus de backlinks et donc aussi mécaniquement qui va remonter. Donc mon point, c'est de dire que ce n'est pas que Google qui va décider, ce n'est pas que le volume de mots qui va induire l'algorithme de Google, c'est aussi le fait que créer un contenu riche et long va affecter les différents critères de pertinence de Google, comme le fait qu'il y ait des backlinks qui soient renvoyés vers cette page parce qu'elle est longue, parce qu'elle est pertinente, parce qu'elle est riche. OK? Voilà. Donc, il faut bien garder ça à l'esprit que le sujet n'est pas voilà ce qui va induire de manière directe et immédiate l'algorithme de Google, mais voilà les caractéristiques de page qui remontent en haut des résultats. Est-ce qu'on peut en déduire qu'il y a une corrélation immédiate et algorithmique? Peut-être, mais c'est aussi parce que ça induit d'autres effets sur les autres critères de pertinence de Google. Et ça, c'est important de garder à l'esprit. Alors, Jérôme, mais est-ce que 2000 mots, ça ne va pas faire fuir les lecteurs et au contraire qu'ils aient du mal à trouver la recherche et donc baisse de référencement? Alors, non, c'est toujours une question de qualité et ça rejoint ce que j'essaie de toujours rappeler quand on fait du référencement naturel aujourd'hui, c'est que c'est la qualité qui prime. Et en fait, je pense que ça, ce que je disais juste à l'instant joue là-dedans, c'est-à-dire qu'au contraire, si tu as un contenu de qualité, que ton contenu est riche, il n'y a aucune raison que les gens s'en aillent. Donc, ils vont lire ton contenu. Donc, ta durée de présence sur le site va être plus longue. Donc, ton dwell time va être plus élevé. Donc, Google, sur la question du dwell time, va te faire gagner des points. Les gens qui vont trouver ce contenu riche et qualitatif vont potentiellement faire d'autres liens en disant « Ah, bah ça, c'est un article de référence, donc j'en parle parce que je trouve que c'est cool. » Et donc, c'est vraiment l'ensemble de ces sujets-là qui vont faire boule de neige, en fait, sur les différents facteurs de qualité qu'interprète Google. Voilà, j'espère que c'était clair. Alors, l'abscisse Elisabeth ah oui, c'est vrai que c'est caché par la. Hop là. Voilà, hop, c'est la position Google. OK? On avance? On avance. Boum. Bon, là, je ne fais que répéter ce que je viens de vous dire. Donc, Lucille, évidemment, tu peux te positionner. Là, l'enjeu n'est pas de parler forcément des blogs. Là, je te parle de contenu. Que ton site soit un site, je ne sais pas moi, statique, où tu as une page où tu racontes un truc très en détail parce que c'est ton activité, tu peux totalement scorer. OK? C'est pas forcément que pour les blogs. Là, j'essaie de vous donner des grands principes généraux de votre contenu, après à adapter en fonction de votre activité et du contenu que vous avez sur votre site. Donc, le contenu in-depth. Alors, j'aime pas trop le dire parce que c'est difficile, mais en gros, le contenu profond. Derrière, il faut garder à l'esprit, donc il faut créer des contenus d'autorité. Si vous voulez du contenu riche, vous avez intérêt à essayer d'aborder toutes les thématiques, tous les angles d'un même sujet. C'est plus facile. Ensuite, rien ne vaut un bon contenu persistant. Persistant, on appelle ça aussi evergreen, c'est-à-dire qu'il ne sera pas, comment dire, périmé dans 6 mois ou dans 1 an. C'est un contenu un peu de référence, un peu à la Wikipédia finalement. Salut, c'est Valentin de Live Mentor. La vidéo que vous venez de voir, c'est un extrait d'un épisode de La Tribu. La Tribu, c'est la plus grande bibliothèque de ressources sur l'entrepreneuriat et le marketing digital. Si vous voulez vous inscrire, il y a le lien dans la description. À bientôt.